Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue, Paul. Welcome back, Paul. Merci, Nima. Paul, let me start with the latest. Paul, je voudrais commencer par le dernier message de Donald Trump sur Truth Social. Il affirme que les États-Unis sont dans une position très forte vis-à-vis de l'Iran. Il compare ensuite la guerre avec l'Iran à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, en disant qu'elle a été parfaitement menée et qu'elle n'a duré que 6 semaines, contrairement à ces 2 guerres mondiales. Il soutient aussi qu'il n'est soumis à aucune pression pour y mettre fin, et que les médias traditionnels ont tort de prétendre qu'il subit une pression énorme. Selon lui, il a tout le temps nécessaire pour gérer la situation avec l'Iran. Paul, l'un des événements majeurs depuis le début de ce cessez-le-feu, c'est celui d'hier. L'attaque, ou en tout cas la prise de contrôle, de navires commerciaux iraniens près du golfe Persique, dans la mer d'Arabie. Les États-Unis sont là à cause du cessez-le-feu. Ils peuvent déployer tous ces magnifiques, comme aime le dire Donald Trump, porte-avions ou destroyers. Oui, exactement. Mais si le cessez-le-feu prend fin, ils ne pourront plus rester là, scellés, parce qu'ils seraient à portée des missiles iraniens. Ils devront se déplacer. Quelle est selon vous la logique de Donald Trump dans cette manière de négocier? D'un côté, il met la pression pour négocier, et de l'autre, il fait exactement le contraire. Ça n'a vraiment aucun sens. Et qu'est-ce qu'il cherche à accomplir, Paul? Laisse-moi te faire écouter un extrait du général de division, Randy Manor. Il décrit la situation avec l'administration Trump, je trouve, d'une manière très claire. Voici ce qu'il a dit, Paul. C'est vraiment décourageant. En tant qu'officier militaire à la retraite après 36 ans de service, voir un tel manque de clarté dans les objectifs militaires et politiques de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est inquiétant. On a l'impression que quelqu'un a tapé sur Google les 10 meilleures raisons d'attaquer l'Iran et qu'ils ont tout balancé au mur comme des spaghettis pour voir ce qui allait coller. On dirait presque qu'on a affaire à 2 étudiants d'une fraternité. Le président lui-même a dit « on va les attaquer encore, juste pour le plaisir ». La géographie fait que depuis n'importe quel point en Iran, ils peuvent frapper les navires qui traversent cette zone, s'ils le décident. Et ils pourraient aussi, s'ils le voulaient, poser juste une poignée de mines. Une seule embarcation suffirait. Ce qui ferait les assureurs de fusquer d'assurer les navires qui passent par là, et cela continuerait de bloquer le droit. Toute tentative d'engager une telle opération exigerait des centaines de milliers de militaires américains pour occuper de vastes zones de l'Iran. Et, franchement, ce n'est tout simplement pas possible. Nous sommes le pays le plus puissant du monde, mais nos capacités restent limitées, quoi qu'en dise l'administration. Alors, on épuise nos ressources essentielles. Pour quel objectif? Au juste. Je pense que le secrétaire à la Défense et l'administration ne mesurent pas vraiment les risques qu'ils font courir à nos soldats, à nos marins, à nos aviateurs et à nos marines. Et tout cela, nous le payons avec des milliards de dollars d'argent public et avec la vie de membres des forces armées américaines. Ce qui se passe, en réalité, c'est une tragédie. Oui. Paul, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Beaucoup de gens ont de sérieux doutes et se posent pas mal de questions à ce sujet. C'était qui, cette personne qui parlait? C'était le général de division Randy Manor. Il est à la tête du Draken. Eh bien, il a dit la vérité. Oui, ce qu'il a dit est juste. Alors, que fait Trump? Difficile à dire. Soit il cherche un moyen de sortir de la guerre en donnant l'impression qu'il a gagné,
soit il n'a aucune intention d'arrêter la participation de l'Amérique à ce conflit parce que c'est ce que veut Israël. En d'autres termes, les espoirs de Trump de se retirer de cette guerre sont en contradiction avec la détermination de Netanyahou à maintenir les États-Unis impliqués. Et le lobby israélien est extrêmement puissant aux États-Unis. Donc à mon avis, c'est bien là le dilemme de Trump. Il ne peut pas se retirer parce qu'Israël ne le laissera pas faire. Alors, comment peut-il rester engagé? Il ne peut pas utiliser la marine, comme l'a souligné le général à la retraite. Et il ne peut pas forcer l'Iran à ouvrir le détroit, comme ce même général l'a rappelé. Et il n'y a aucune possibilité que les États-Unis puissent débarquer des troupes, 1 million, voire 2 millions de soldats, sur le territoire iranien pour essayer de prendre le contrôle du pays. Alors, que peut-il faire s'il reste engagé? S'il reste, tous les actifs américains encore présents dans le Golfe Persique, dans les Émirats pétroliers, seront détruits. Tous les navires de la marine américaine qui entreront dans la région seront détruits. Israël continuera d'être frappé parce qu'ils ne peuvent pas bloquer les missiles balistiques iraniens qui arrivent. Les Israéliens n'ont plus de missiles intercepteurs. Et en plus, les versions les plus récentes des missiles iraniens sont très difficiles à intercepter, même si on en avait encore. Donc, rester dans la guerre, si on la poursuit, si elle repart avec des tirs réels, ça veut dire qu'Israël serait gravement touché, que les actifs américains seraient gravement touchés et que l'Iran, lui, ne le serait pas. On ne sait toujours pas d'ailleurs dans quelle mesure les Iraniens disposent d'une défense aérienne vraiment efficace. À grande échelle. À grande échelle. Comment? Ils n'ont pas utilisé beaucoup de leur système de défense aérienne avant la phase finale de la guerre, juste avant le cessez-le-feu. C'est pour ça que dans les jours précédant le cessez-le-feu, on a vu plusieurs avions de chasse touchés par le système de défense aérienne iranien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il gagne à rester engagé? Qu'est-ce qu'Israël y gagne? Je ne comprends pas pourquoi Israël veut que la guerre continue alors qu'ils sont si vulnérables. À moins que l'humiliation d'une défaite pour Trump devienne tellement insupportable qu'il finisse par autoriser l'usage de l'arme nucléaire. Il se peut que Netanyahou se dise que si les États-Unis sont sur le point d'être vaincus, qu'ils subissent des pertes sans aucune victoire, alors Trump, qui est très imprévisible et instable, pourrait autoriser l'emploi de l'arme nucléaire. Si ce n'est pas par les États-Unis, alors par Israël. Ce serait peut-être le plan de Netanyahou. C'est la seule explication qui ait un sens, que Netanyahou maintienne la guerre jusqu'à ce que Trump soit tellement frustré qu'il ne puisse plus cacher la défaite, et que là, les armes nucléaires entrent en jeu. Il est logique que Trump veuille sortir de la guerre. La population chez lui n'est pas pour la guerre, elle y est opposée. Ça lui fait perdre des soutiens. Ses déclarations contradictoires, d'une heure à l'autre, le font passer pour un imbécile. Du coup, les gens réfléchis, ceux dont tout président a besoin pour le soutenir, l'abandonnent. À mes yeux, c'est une impasse pour Trump de vouloir maintenir la guerre, alors qu'il n'a aucune perspective de succès. S'il le fait quand même, c'est soit à cause du pouvoir du lobby israélien, soit parce qu'il est complètement déconnecté et vit dans une sorte de rêve où il se prend pour un super-héros. Donc franchement, ça n'a aucun sens. L'autre question que je voudrais te poser, c'est pourquoi l'Iran continue-t-il à respecter le cessez-le-feu? Ils étaient d'accord sur une trêve, 10 jours, 2 semaines, quelque chose comme ça. Mais les Américains ont tellement insisté sur le fait que personne ne la respectait.
que pourquoi les Iraniens y participeraient encore. Peut-être parce que Trump a convaincu Netanyahou de déclarer un cessez-le-feu avec le Liban. Mais la position du gouvernement israélien, si je comprends bien, c'est qu'il contourne ça en déclarant que le Hezbollah est une organisation terroriste. Donc, ce n'est pas une guerre. Israël dit qu'il doit faire face à des terroristes. Et ça, ce n'est pas couvert par le cessez-le-feu. Je ne comprends pas l'Iran. Il devrait simplement dire « Écoutez, on a tout fait pour être raisonnable, et vous violez chaque accord. Alors maintenant, sortez de notre région, ou on vous en fera sortir. » Je pense aussi, comme je l'ai déjà dit dans votre émission, que les Iraniens devraient commencer à poser la question du grand Israël. Ils devraient dire « Voilà de quoi parle cette guerre. » Et le grand Israël, ça veut dire que nous ne pouvons pas exister. Alors, de quoi peut-on négocier? Il n'y a aucun moyen de négocier sur le fait même de notre existence. Et si le projet du grand Israël, c'est de se débarrasser de nous, comme en Libye, en Irak ou en Syrie, alors nous devons soulever la question de cet agenda sioniste. C'est ça, la cause du conflit, pas notre enrichissement d'uranium, ni le contrôle du détroit, ni quoi que ce soit de ce genre. La cause du conflit, c'est l'agenda sioniste du grand Israël. Et les premiers ministres israéliens eux-mêmes brandissent les cartes. Je ne comprends pas pourquoi les Iraniens n'ont pas soulevé cette question, parce que c'est la seule question vraiment importante. S'il n'y avait pas eu d'agenda sioniste pour un grand Israël, il n'y aurait eu aucune des guerres du XXIe siècle au Moyen-Orient. Et l'attaque actuelle contre l'Iran n'aurait pas lieu. Donc, pour moi, c'est un vrai mystère que les Iraniens et le monde musulman en général ne fassent pas de cet agenda sioniste un sujet central. Ce n'est pas une théorie du complot. Les premiers ministres israéliens le défendent ouvertement. Ils montrent les cartes. Ils en parlent. Alors j'ai l'impression que les Iraniens n'utilisent pas les moyens qu'ils ont à leur disposition et qu'ils se contentent de suivre le cours des négociations. Mais comment négocier avec le concept du grand Israël? On ne peut pas. Les Israéliens doivent renoncer à cet objectif. Et si les Iraniens n'en font pas un sujet, il est peu probable que cela devienne un enjeu politique au sein de la population israélienne. Rappelez-vous, les sionistes ne sont pas majoritaires en Israël. Et maintenant, pour la première fois, l'agenda sioniste fait du tort à Israël. Des gens sont tués, des immeubles d'habitation explosent, des aéroports sont touchés, toutes sortes de choses. Et l'Iran peut relancer tout ça quand il le veut. Donc, à mon avis, les Iraniens devraient faire comprendre très clairement à la population israélienne quel est le prix à payer pour cet agenda sioniste. Et ils devraient continuer à détruire autant qu'ils le peuvent d'Israël, pour que la population se réveille et se demande « Pourquoi est-ce que ça nous arrive ?» À cause de ce soi-disant agenda sioniste pour contrôler tout le Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on ferait de tout le Moyen-Orient, franchement? C'est bien trop grand pour un tout petit pays. D'où vient cette absurdité? Et comment ça a pu influencer le changement politique à l'intérieur d'Israël? Vous savez, le Mossad et la CIA ont essayé de provoquer un changement politique en Iran, mais ils n'avaient pas vraiment les moyens pour ça. Alors que l'Iran, lui, a un vrai levier, le concept du grand Israël. Il peut dire, regardez, c'est ça la cause du problème. Vous essayez de nous exterminer, donc on va vous montrer ce que ça va vous coûter jusqu'à ce que vous y renonciez. Mais au lieu de ça, ils vont à la table des négociations. Sauf que bien sûr, au final, ils n'y vont pas, parce que Trump enfreint toutes les règles. Et Israël aussi enfreint toutes les règles. Et donc, quand ils partent, les raisons pour lesquelles ils avaient accepté d'y aller sont déjà réduites à néant. Voilà la situation. Personnellement,
je ne vois pas comment la guerre peut continuer, Nima, une vraie guerre, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, mais aussi à cause du coût qu'elle impose au monde entier. Si on réduit fortement l'approvisionnement mondial en pétrole ou celui des engrais, on provoque une inflation mondiale. On provoque la faim dans le monde. Toutes sortes de choses graves se produisent partout. Les économies ralentissent, le chômage augmente. Ça devient un phénomène mondial. C'est un prix énorme que le monde paye pour le projet sioniste du Grand Israël. Comment pourrait-il accepter de payer un tel prix? Donc je pense que la poursuite de cette guerre est impossible, à moins que les Israéliens, les Américains, n'utilisent des armes nucléaires. Et les conséquences de cela ne seraient bonnes ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Pour moi, on dirait que pour Trump, c'est une situation perdant-perdant. Et je pense que c'en est une aussi pour Israël, parce que selon moi, le pari de Netanyahou, c'est que la frustration et l'échec pousseront Trump à autoriser l'usage de l'arme nucléaire. Je ne crois pas que ça arrivera. À ce stade, comme il n'y a plus de soutien pour la guerre, comment pourrait-il y en avoir pour utiliser des armes nucléaires? Ce serait donc un acte mortel, vraiment mortel, pour Trump. Il serait destitué, puis emprisonné. On se retrouve donc avec Trump piégé par Netanyahou, persuadé qu'il s'agissait d'une guerre de 3 jours. Il n'y a pas d'effondrement de l'Iran et il n'y a pas vraiment d'issue qui ne donne pas l'impression que Trump a été vaincu. Alors, peut-être qu'il essaye simplement de se donner des airs de vainqueur, de se construire une position qu'il pourra présenter comme une victoire pour en sortir la tête haute. C'est peut-être ça qui explique tout ce bluff et toutes ces déclarations contradictoires. Paul, comment tu expliques le soutien total de Trump à Benjamin Netanyahou? Qu'est-ce que c'est, au juste? Quel est le lien entre les deux? Et tu as parlé de la situation du soutien aux États-Unis qui est en train de s'effondrer en ce moment. La plupart des gens sont contre la guerre au Moyen-Orient. Je crois que plus de 64% des Américains, selon un sondage récent, se disent opposés à cette guerre. Et pourtant, on voit Donald Trump insister pour qu'elle continue. Quelle influence, selon toi? Parce qu'il se peut que Benjamin Netanyahou ait une certaine emprise sur Donald Trump. On ne voit pas ça avec d'autres responsables, comme Naftali Bennett. Lui, il n'est pas comme ça. Et personne en Israël n'est comme Benjamin Netanyahou dans sa façon de manipuler Donald Trump et son administration. Eh bien, je ne saurais pas répondre à ça. Mon impression, c'est que c'est le lobby pro-israélien qui est puissant. Et mais le lobby pro-israélien était déjà là sous l'administration Obama, sous George W. Bush et sous Joe Biden. Ils n'ont pas réussi à obtenir la guerre au Moyen-Orient, mais Donald Trump, lui, leur a donné cette guerre. Ah, ils ont bien eu leur guerre. Le 11 septembre, c'était le nouveau Pearl Harbor. Et le lobby israélien a réussi à utiliser le sang et l'argent des États-Unis. On a perdu beaucoup de vies pour détruire la Libye, l'Irak, la Syrie. Et bien sûr, on est resté en Afghanistan pendant 20 ans. Je n'ai jamais compris pourquoi ni à quoi ça servait. Je ne pense pas que l'Afghanistan fasse partie du Grand Israël. Si c'est le cas, les Israéliens ne l'auront jamais. L'Armée rouge n'a pas réussi à le prendre. Et les États-Unis y sont restés 20 ans sans y arriver non plus. Alors c'est sûr, les Israéliens n'y arriveraient pas davantage. Depuis le 11 septembre, les États-Unis mènent des guerres pour Israël. C'était tout l'objectif de ces attentats. Une sorte de nouveau Pearl Harbor, destiné à lancer l'agenda sioniste de 7 pays en 5 ans. Tout cela avait été exposé par le rédacteur en chef du magazine Commentary, Norman Podhoretz. C'était une partie de la stratégie des néoconservateurs en matière de politique étrangère américaine, qu'ils ont dominée pendant le premier quart du XXIe siècle.
Trump n'est, jusqu'à présent, que le dernier d'une série de présidents qui ont suivi cette ligne, celle de se battre pour le grand Israël. Il faut se souvenir qu'Obama, lui aussi, allait envahir la Syrie. Oui, sur la base d'une histoire inventée. Correct. Et il l'aurait fait, sauf que le lendemain matin, une opération sous faux drapeau, tu veux dire, avec des armes chimiques utilisées contre... Oui, c'est ça. Obama avait tracé une ligne rouge dans le sable. Si Assad utilisait des armes chimiques, on allait envahir. Alors, on a monté un faux drapeau et on a prétendu qu'il avait utilisé des armes chimiques. Obama se préparait à envahir. Le lendemain matin, l'aviation russe était en Syrie et il a compris qu'il n'y avait aucun moyen d'envahir si l'armée de l'air russe était sur place. Voilà. Mais les Américains doivent comprendre que ces guerres n'étaient pas une guerre contre le terrorisme. C'était une guerre pour le grand Israël. C'est ça, la réalité. C'est pour ça que le 11 septembre est arrivé. C'était une opération interne néoconservatrice, destinée à créer le prétexte qu'Israël était nécessaire pour mettre en œuvre le programme annoncé des néoconservateurs. 7 pays en 5 ans. Et l'Iran, c'est juste la suite. Et il faut se souvenir de ça. Bennett, le premier ministre israélien, c'était quand déjà? 2001-2002. Il était à Washington en février pour la conférence annuelle des organisations juives américaines. Et il a dit, la Turquie, c'est le prochain Iran, parce qu'il s'attendait à ce que l'Iran tombe sous l'attaque qu'Israël et les États-Unis préparaient à ce moment-là, en février. Et ça ne s'est pas produit. Mais on voit bien qu'ils ont un agenda. Sinon, pourquoi aurait-il dit au lobby pro-israélien aux États-Unis que la Turquie, c'est le prochain Iran? Clairement, c'était pour les prévenir. Allez-y, maintenant, diabolisez la Turquie. Faites-en des terroristes. Et le Pakistan juste après la Turquie. Oui, Tu parles de celui qui vient après la Turquie, donc ce serait le Pakistan. oui enfin, ou l'Arabie Saoudite. Oui, Je n'ai jamais vraiment compris si le Grand Israël inclut le Pakistan ou si ça s'arrête à la frontière pakistanaise. Parce que vous voyez, quand il disait du Nil à l'Euphrate, ça voulait dire que l'Euphrate était la frontière. Ce n'était pas tout l'Irak, juste la moitié, puisque ce fleuve coupe le pays en deux. Alors quand ils disent du Nil au Pakistan, je n'ai jamais su s'ils voulaient dire que le Pakistan fait partie du Grand Israël ou si c'est simplement la frontière. Parce qu'ils ont déplacé la frontière, vous savez. Au départ, ça s'arrêtait à l'Euphrate, puis c'était la moitié de l'Arabie Saoudite, ensuite toute l'Arabie Saoudite. Donc voilà, et on peut voir Israël. voici la carte, Paul. Oui, Yeah. It's gonna be part Ça va faire partie de l'Égypte et de tout le Liban, en allant jusqu'en Syrie, jusqu'à Damas, je crois. Oui, Egdad. nous sommes ici en Arabie Saoudite. Oui, une part de l'Arabie Saoudite. Une partie de l'Arabie Saoudite, une partie du Koweït. Vous savez, tout le territoire irakien qui s'étend jusqu'aux frontières de l'Iran. Juste jusqu'aux frontières de l'Iran. Alors, c'est la dernière version ou la version originale? C'est la dernière version, on dirait. Oui, la toute dernière version. Eh bien, c'est un territoire vraiment immense. Oui, c'est tout le Moyen-Orient, l'Asie de l'Ouest, tout ça ensemble. Et c'est irréaliste, parce qu'il y a, je crois, environ 10 millions d'Israéliens, mais 2 ou 3 millions ne sont pas juifs. Ce sont des Palestiniens qui ont été comptés comme partie de la population israélienne à une époque. Donc il reste environ 7 millions de juifs israéliens. Comment vont-ils occuper tout ce territoire? Combien? Enfin, ils ne peuvent pas. C'est impossible.
Donc c'est un programme irréaliste que les sionistes défendent. C'est irréaliste, mais ça entraîne de la violence pour tous les pays. Et je ne comprends pas comment ça peut durer aussi longtemps sans que personne n'en fasse un vrai sujet. Pourquoi l'ONU n'en parle pas? Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parle-t-on? Du Grand Israël? Vous parlez de pays? Vous prétendez que tous ces pays vous appartiennent? Je pense que c'est une question très sérieuse, Paul. Pas seulement pour l'Iran, mais pour tous les pays de cette région. L'Irak, l'Afghanistan, le Pakistan, la Turquie, tous ensemble devraient se demander qu'est-ce que ça veut dire. Exactement, Nima. Tu as tout à fait raison. C'est ma position depuis longtemps. Et chaque fois que j'en parle, personne ne répond. Des visages vides, comme s'ils se demandaient de quoi ils parlent. C'est assez incroyable. Et pour moi, c'est inexplicable. Je n'ai jamais compris pourquoi ce sujet... C'est pas comme si les Israéliens le cachaient. Non, ils ne le cachent pas. Ils s'en vantent. Ils brandissent les cartes. Et vous savez, tout récemment, un des ministres israéliens, membre d'un parti encore plus dur que celui de Netanyahou, a déclaré « Regardez, le Grand Israël avance. Maintenant, nous avons toute la Palestine. Nous avons de larges portions de la Syrie. Nous avons cette partie du Liban jusqu'à la rivière. Et nous continuons à partir de là. » Alors, comment un ministre peut-il dire ça sans que personne ne réagisse? Et ensuite, tout le monde répète « Ah, il faut négocier. Il faut négocier. » Mais comment voulez-vous négocier? On ne peut pas négocier. Vous savez, les Russes n'y comprennent rien. Ils n'arrêtent pas de parler de négociation, de négociation. Les Pakistanais n'y comprennent rien. Et maintenant, c'est à eux que ça revient. Ils n'y comprennent rien du tout. Les Chinois, eux aussi, parlent tous de négociation. Mais comment peut-on négocier ça? Ce n'est pas négociable. C'est un programme qu'il faut abandonner, renoncer, laisser tomber. Négocier? On ne peut pas négocier avec un programme qui veut votre extermination. C'est incroyable, vraiment. On ne trouve aucune logique à tout ça, nulle part dans les discussions sur la politique étrangère américaine. Le Council on Foreign Relations, eux non plus, ils n'y comprennent rien. Tout ce qu'ils disent ne sert à rien. Je pense que c'est pour ça que l'administration Trump essaie de dire aux Iraniens que ce qui se passe au Liban est une affaire séparée entre Israël et le Liban. Mais ce n'est pas du tout une affaire séparée. C'est complètement lié à ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Et ils ont tracé une ligne jaune, Paul, en ce moment. C'est la même ligne qu'ils ont dessinée dans une partie de Gaza. Ils tracent cette ligne jaune et disent « Quiconque la franchit sera abattu, sera détruit, et tout ce qui traverse cette ligne jaune sera détruit. » C'est bien là le problème, à mon avis, au bout du compte. Et l'Iran le reconnaît. Je pense, Paul, que c'est pour ça qu'ils ont dit, dans le cas du Liban, « Nous n'allons pas négocier, nous n'allons rien faire politiquement avec les États-Unis. » Et jusqu'à présent, ils ont obtenu ce cessez-le-feu. Ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu, parce que Israël attaque le Liban, comme on le sait. Cette ligne jaune montre bien qu'ils ne sont pas sérieux à ce sujet, mais c'est le même type de cessez-le-feu qu'ils avaient déjà, depuis 2024. Et il faut qu'il y ait une forme de compréhension entre tous ces pays de la région. Vous savez, aujourd'hui c'est l'Iran, demain ce sera un autre pays. Et ça ne s'arrêtera pas là. Oui, c'est vrai. Enfin, tout a commencé avec l'Irak. Ça a commencé avec l'Afghanistan. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Je crois qu'il disait que Ben Laden se trouvait en Afghanistan,
et ils ont attribué le 11 septembre à Ben Laden. Donc, la raison donnée pour aller en Afghanistan, c'était d'aller chercher Ben Laden. Mais tout ça visait à déstabiliser l'Iran, parce que l'Afghanistan est juste à la frontière avec l'Iran. C'était notre entrée sur le plan militaire. Ensuite, on a élargi la guerre contre le terrorisme à l'Irak, parce que les néoconservateurs affirmaient qu'il était un allié de Ben Laden et qu'il fabriquait des armes de destruction massive. C'est exactement le même type d'argument qu'ils utilisent aujourd'hui à propos de l'Iran. Ils disent qu'ils fabriquent des armes de destruction massive, des bombes nucléaires. C'est toujours le même mensonge. Je pense donc que l'Afghanistan a été leur porte d'entrée au Moyen-Orient, sans aucune intention d'en repartir. Et d'ailleurs, ils ne sont jamais partis, parce que la suite, c'était la Libye. Oui, et après, ça devait être la Syrie. La Syrie est tombée, et à partir de là, la voie était ouverte vers l'Irak. Les Iraniens devraient donc essayer de montrer un certain leadership en mettant en avant la question du Grand Israël. En réalité, tout cela tourne autour de l'agenda sioniste du Grand Israël. Ce n'est pas une question d'enrichissement d'uranium, ni de nos autres droits. Ce n'est pas une question de droit, c'est une question de leur volonté de dominer tout le Moyen-Orient. Voilà le vrai problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut aborder. Alors, si on doit avoir des négociations, mettons ça en premier sur la table. Discutons de la revendication israélienne sur l'ensemble du Moyen-Orient. C'est le seul vrai sujet. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les Iraniens ne l'ont pas fait. Non. À ce stade. Vous savez, Mais l'Irak a raté l'occasion. Kadhafi a raté l'occasion. Assad a raté l'occasion. Et le Hamas aussi a raté l'occasion. Vous savez, le Hamas a présenté ça comme un conflit entre la Palestine et Israël. Mais c'est pas ça. C'est une question du grand Israël, comme les Israéliens l'ont récemment montré clairement. Donc pour moi, c'est un vrai mystère, et je ne pense pas que le reste soit vraiment pertinent. Et je crois que le cessez-le-feu actuel arrange Israël tant qu'il l'ignore en qualifiant le Hezbollah de groupe terroriste et qu'il dise simplement qu'il traite avec des terroristes. Vous savez, ils ont appris ça de Poutine. Quand la force de bombardement stratégique russe a été attaquée par les États-Unis, bien sûr, ça venait d'Ukraine, mais c'était nos missiles, notre ciblage, notre contrôle. Et Poutine a déclaré que ce n'était pas un acte de guerre, mais un acte terroriste. Il l'a qualifié d'acte terroriste pour ne pas avoir à réagir. Alors que bien sûr, les Israéliens parlent de terrorisme justement pour pouvoir agir, parce que ça sort du cadre de la guerre. Donc je ne sais pas, peut-être qu'à un moment, les Iraniens finiront par comprendre qu'ils n'ont aucune perspective dans des négociations, sauf une négociation sur l'existence du Grand Israël. Paul, here is what just moments ago the head Paul, of parliament in Iran. Voilà ce que vient de déclarer, il y a tout juste quelques instants, le président du Parlement iranien qui dirigeait la délégation à Islamabad. Il dit que Trump, en imposant un blocus et en violant le cessez-le-feu, cherche à transformer ce qu'il imagine être une table de négociation en une table de reddition. Il parle de la manière dont ils veulent nous placer dans cette position ou justifier une nouvelle escalade belliqueuse. Et il ajoute, « Nous n'accepterons pas de négociations sous la menace. » Depuis 2 semaines, nous nous préparons à jouer de nouvelles cartes sur le champ de bataille. Il semble que, du côté iranien, d'autres responsables aient même envoyé un message à J.D. Vance. Il ferait mieux de défaire ses valises et de ne pas se rendre à Islamabad. And not to head to Islamabad with the current delusional and unrealistic demands
Avec les exigences actuelles, complètement irréalistes et déconnectées, et avec le blocus naval qui continue, personne à Téhéran n'est prêt à négocier avec lui, avec J.D. Vance. Et ce sont des signes évidents, très clairs, envoyés par les Iraniens à l'administration Trump. Ils ne négocieront pas dans les conditions actuelles, telles qu'ils les perçoivent face aux États-Unis. Ce qui est aussi important, Paul, c'est la manière dont, par exemple, les Émirats arabes unis, qui sont pourtant très proches d'Israël, se retrouvent à court d'argent, à court de liquidités. Et ils ont dit aux États-Unis que si la situation continue comme ça, ils se rapprocheront de la Chine et qu'ils utiliseront le yuan à la place du dollar. Regardez la situation. Ce n'est pas seulement une question entre l'Iran et les États-Unis. C'est toute la région qui subit une énorme pression économique. Et ces pays, les pays du Golfe, vous les connaissez. Vous savez bien que l'essentiel de leur économie repose sur le pétrole et le gaz. Sans ça, ils sont condamnés. Et ils le savent, ça ira très vite. Comment voyez-vous ce type de pression se répercuter à Washington? Parce que l'Iran ne veut pas négocier. On a l'impression qu'on dirige vers une nouvelle guerre. Eh bien, d'abord, je ne pense pas que Washington se soucie vraiment de ce qui arrive à ces petits pays. Il ne se préoccupe pas de ce qui se passe en Palestine. Il ne se préoccupe pas non plus du sort des civils au Yémen. Je viens de vérifier. Qui ça intéresse? Je suis d'accord avec ça. Mais ceux que ça intéresse vraiment, ce sont Jared Kushner et tous ces gens qui ont investi dans ces pays et qui ont beaucoup à perdre. Eh bien, je pense que ces pays sont déjà perdus. Et personne, ce ne sont pas des centres de pouvoir. À mon avis, si les Iraniens le voulaient, ils pourraient les prendre et simplement les intégrer à l'Iran. Ils contrôleraient alors les deux rives du Golfe Persique. Et je suis surpris qu'ils ne l'aient pas encore fait. Ce qui manque ici, c'est, d'accord, les Iraniens disent qu'ils ne négocieront pas. Très bien, ils ne devraient pas. Mais que vont-ils faire alors? Ils n'ont pas encore pris l'initiative. Ils réagissent toujours à celle de Washington ou d'Israël. Par exemple, les négociations, ce n'était pas une initiative iranienne. This was not an Iranian initiative. This was Trump. C'était Trump. Les Iraniens semblent coincés dans une position où ils n'exercent jamais l'initiative. Alors, quel est leur plan? Leur plan, apparemment, c'est de dire « on se défendra quand on sera attaqué ». Mais ça ne marche pas. Donc, si les Iraniens veulent en finir, ils doivent prendre l'initiative. Ils doivent dire « écoutez, c'est un combat à mort. Il faut détruire la présence américaine au Moyen-Orient, toute leur flotte, chaque navire, et Israël. » Alors, comment vont-ils faire? Ils doivent établir leur plan de guerre, passer à l'attaque et le mettre à exécution. His innocent wife. Ils vont continuer à réagir à notre initiative, à celle d'Israël. Et dans ce sens-là, les choses vont continuer. Bien sûr, pas en continu. Il y aura des pauses, un cessez-le-feu pendant un moment, puis ça reprendra, et puis ça s'arrêtera à nouveau. Regardez depuis combien de temps il y a des négociations entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains. Rien n'a changé. La guerre est toujours là. On n'en parle plus parce que toute l'attention est tournée vers la situation iranienne. Et cette situation-là a plus de poids pour le monde à cause du pétrole et des engrais. C'est une question d'échelle, tout simplement. Il me semble que les Iraniens doivent prendre l'initiative. D'abord, ils doivent créer les conditions pour ça. Et ça passe par le fait de faire du Grand Israël un vrai sujet. Vous voyez, les Iraniens ont laissé les Israéliens et les Américains se présenter comme les peuples menacés.
On parle de terroristes iraniens, de bombes nucléaires iraniennes, et du coup, l'Iran a été placé dans le rôle de la menace. Mais pourquoi ont-ils laissé faire ça? Ils auraient dû présenter Israël comme la menace, le grand Israël. C'est facile à faire. Pas besoin de mentir, n'est-ce pas? Alors que les Israéliens et les Américains, eux, pour que Washington et Tel Aviv puissent présenter l'Iran comme une menace, ils sont obligés de mentir. Position Iran as a threat, they have to tell lies. But Iran can position Israel. Mais l'Iran peut présenter Israël comme une menace sans mentir. Il suffit de parler du grand Israël. Ça suffit. À partir de là, la menace, ce n'est plus l'Iran, c'est Israël. Et alors l'Iran prépare un plan de guerre et se débarrasse d'Israël. S'ils ne font pas ça, tout ça continuera jusqu'à ce qu'un jour, des armes nucléaires soient utilisées contre l'Iran. C'est comme ça que je le vois. Et pour une raison que j'ignore, personne n'est jamais prêt à prendre l'initiative, à part les Américains et les Israéliens. Poutine, lui, n'a jamais pris l'initiative. Jamais. Son intervention dans le Donbass, il y a été contraint. Il ne voulait pas le faire. Les États-Unis l'y ont forcé. Il n'a jamais pris l'initiative. Il a refusé de gagner la guerre. He's never used initiative. He's refused to win the war. He's flatly refused to win the war. Il a tout simplement refusé de gagner la guerre. Et donc, elle continue, encore et encore. Et les Chinois, quelle initiative prennent-ils, eux, au juste? Voilà comment je vois les choses. Tant que personne ne prend d'initiative, à part les États-Unis et Israël, ce sont eux qui resteront les acteurs principaux. Tous les autres ne font que subir et doivent trouver des moyens de se défendre. Quant à l'Iran, sa manière de mener cette guerre, c'est du donnant-donnant. Ils n'ont jamais cherché à porter un coup décisif. C'est du donnant-donnant. Vous nous faites ça, on vous le rend. Mais ça, ce n'est pas vraiment une guerre. Ce n'est pas vraiment combattre, c'est juste réagir. That's not really fighting. That's responding. And so, in that sense, Donc, en ce sens, ce n'est pas vraiment une guerre. Et je ne sais pas quel est le plan de l'Iran. On dirait qu'ils ne font rien, sauf s'ils sont attaqués, ou alors ils ripostent. Mais ça n'a pas de fin. Et si ça n'a pas de fin, ça continue. Du coup, les négociations ne servent à rien. Elles n'ont aucun sens. Rien ne peut en sortir, sauf si c'est une négociation sur le grand Israël. Voilà, c'est comme ça que je vois la situation. Et c'est aussi pour ça que je commence à trouver tout ça un peu ennuyeux. C'est un peu lassant, vous voyez. L'un dit ceci, l'autre dit cela. Peu importe ce qu'ils disent. Ce qui compte, c'est ce qu'ils font. It doesn't matter what they say. It's what they do. And I don't think the Iranians have. Et je ne pense pas que les Iraniens aient encore compris qu'ils doivent se battre pour leur survie. S'ils ne le font pas, If they don't, ils vont tomber. so they might as well. Alors autant qu'ils se battent. Et ils se sont arrêtés au moment où ils nous avaient en difficulté, Israël acculé, et ils se sont arrêtés. Ils ont accepté un cessez-le-feu alors qu'ils avaient juré qu'ils n'en accepteraient jamais un. On n'accepte jamais un cessez-le-feu quand on a l'avantage. Ils auraient pu en finir et ils ne l'ont pas fait. Donc si ça continue, c'est la faute de l'Iran. Si ça repart et que ça dure encore, ce sera la faute de l'Iran, parce qu'ils avaient l'avantage et qu'ils ne s'en sont pas servis. C'est un peu comme Poutine, depuis plus de 4 ans en Ukraine. Il a l'avantage. In Ukraine, he has the upper hand. Il ne s'en servira pas. There've never been wars like this. Il n'y a jamais eu de guerre comme celle-là. World War II, Essayez d'imaginer la Seconde Guerre mondiale, la Première, ou encore la guerre de Corée. the Korean War. This Ce n'est pas comme ça qu'on mène une guerre. Donc je dirais que ce n'est pas encore vraiment une guerre, not really a war mais ça pourrait le devenir. yet. It might turn into one. Well, Eh bien, la réalité, Paul, c'est qu'il n'y a pas de bonne issue pour Donald Trump dans ce qui se passe en ce moment. Il n'y a pas de... Vous savez, quand on parle du programme nucléaire iranien ou du détroit d'Ormuz, je pense qu'il n'a pas l'avantage.
Il n'a rien à présenter, rien à vendre aux États-Unis, ni au public, ni à ces gens qui sont, vous savez, les ultrasionistes ou le lobby sioniste. En ce moment, il n'a clairement pas l'avantage. He doesn't have the upper hand right now. This No, is the reality. of course he doesn't have the upper hand. C'est ça la réalité. Bien sûr qu'il n'a pas l'avantage. Comme je l'ai dit, c'est l'Iran qui a l'avantage, mais il ne s'en sert pas. Donc au fond, peu importe que Trump ne l'ait pas, puisque l'Iran n'en fait rien. Ce que j'essaie de souligner, c'est que cette façon de voir les choses est complètement différente de celle de tout le monde. Et la manière dont tout le monde la voit n'a aucun sens. C'est vide de sens, leur manière de l'aborder. On ne peut pas traiter un problème qu'on ne sait pas diagnostiquer. Et moi, je pense que je l'ai bien diagnostiqué. Le problème, c'est l'agenda sioniste du Grand Israël. Et ça, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas admis, malgré les preuves accablantes que c'est bien là le problème. Ce n'est pas un sujet de débat. Le problème, c'est le Grand Israël. C'est évident. Les Israéliens le répètent sans arrêt. Et pourtant, il n'y a pas un mot là-dessus à l'ONU, ni dans les négociations, pas même de la part de l'Iran. C'est pourtant un atout de propagande incroyable pour les Iraniens. Ça leur permet de sortir de la position de menace. Peut-être que, s'ils pouvaient utiliser l'idée du Grand Israël pour ne plus être perçus comme la menace, ils pourraient reprendre l'initiative et faire ce qu'ils ont à faire. C'est un grand pays, avec une population nombreuse, et il semble assez uni, ce qui est rare, très rare même. Essayez de citer des pays unis et déterminés. Où sont-ils? Il n'y en a pas en Europe. Les États-Unis ne sont pas unis. Donc si les Iraniens ne prennent pas l'initiative et ne règlent pas la question, eh bien, ils n'avancent pas. Je pense qu'ils doivent le faire. Il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le problème. Il n'y a pas d'autre façon aussi. Et ça va se passer sur le champ de bataille, Paul. Oui, ça va se jouer là-bas. Il n'y aura pas d'autre issue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, Oui. Je ne pense pas que ce soit possible. Pas sur un champ de bataille avec des soldats. D'où viendraient-ils? Les Israéliens n'en ont pas. Et nous, on n'a plus une armée assez grande aujourd'hui. Même si on envoyait tout le monde, ça ne marcherait pas. Ils ne pourraient même pas débarquer. Comment feraient-ils? Par bateau? Ils seraient tous coulés. On n'est plus à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Avec les missiles et les drones d'aujourd'hui, les barges de débarquement ne peuvent pas se défendre. Même les navires de la marine ne peuvent pas se protéger. On va parachuter 2 millions d'hommes. On n'a pas 2 millions de parachutistes. Il nous faudrait des années et des années pour constituer et former une telle force. Elle n'existe tout simplement pas. Il n'y a pas d'armée assez grande pour ça. There's not an army large enough. The Americans are against the war anyhow, so they're not gonna De toute façon, les Américains sont contre la guerre, donc ils ne vont pas la mener avec beaucoup d'enthousiasme. On dirait que toute la propagande israélienne contre l'Iran ne fonctionne pas. Elle ne marche pas. Si 65% des Américains ont aujourd'hui une opinion négative d'Israël, tu sais, il y a 3 ou 4 ans, 80% des gens avaient une opinion favorable. Maintenant, presque autant ont une opinion défavorable. Je crois, Nima, que je ne peux pas en dire plus. Je me répète. je pense qu'on a beaucoup parlé des détails de ce qui se passe. C'est la réalité. Et pour l'instant, il n'y a pas d'autre moyen de sortir de la guerre. Ce sera à l'Iran de prendre une décision à ce sujet. Mais je crois que ce que vous venez de dire est vraiment important, essentiel même, pour que les Iraniens le comprennent. Et pas seulement eux d'ailleurs. C'est crucial pour que toute la région le comprenne. Toute la région, oui. La Turquie doit le comprendre, l'Arabie saoudite aussi.
Bien sûr, les Russes et les Chinois doivent le comprendre, et les Indiens également. Ils doivent le comprendre, et ils ne le font pas. Alors je vous remercie de me laisser insister là-dessus. Peut-être que quelqu'un plus haut placé dans les gardiens de la révolution iranienne verra votre émission. Berling, bah oui, évidemment. Ce n'est pas que je plaide pour une victoire iranienne, parce que je serais du côté des Iraniens. En réalité, je pense qu'ils ont une cause juste, qu'ils sont la partie lésée. Ce n'est pas eux qui ont provoqué ces troubles. Ce n'est pas eux qui ont déclenché cette guerre. Et ils subissent une énorme injustice, à la fois de la part de Washington et des Israéliens. Mais tôt ou tard, quelqu'un doit réussir à résister à l'agression américaine, qui passe toujours par un tiers. Comme quand nous avons attaqué la Russie à travers l'Ukraine en utilisant les Ukrainiens. Je veux dire, vous savez, l'Ukraine a perdu la moitié de sa population. Pas seulement à cause des pertes, beaucoup ont simplement fui. Mais vous savez, les hommes en âge de se battre en Ukraine, ils ont été décimés. C'est un peu comme la situation des Britanniques pendant la Première Guerre mondiale, avec toutes ces charges insensées contre les mitrailleuses, les barbelés et l'infanterie. C'est de la folie. Mais si ce genre d'agression non contrée continue, ou à peine contrée, enfin, Poutine, lui, subit de l'agression depuis 2014 et il n'a toujours rien fait. Ça fait 12 ans. 12 ans. Tôt ou tard, tout ça va finir par une grande guerre nucléaire, simplement parce qu'il n'y a plus de joug à tendre. Il n'y a plus de recul possible. On ne peut plus éviter. Et voilà ce qui arrive quand on ne stoppe pas les choses assez tôt. Si on les laisse durer trop longtemps, elles finissent par devenir une force autonome. Et là, ça dépasse le pouvoir des décideurs. Elles prennent un élan qu'on ne peut plus arrêter. C'est comme ça que la Première Guerre mondiale a éclaté. C'est cet élan qui s'est imposé de lui-même. C'est pour cette raison que je pense que Poutine aurait dû agir autrement. Et c'est aussi pour ça que je pense que l'Iran devrait se comporter différemment. Il devrait prendre l'initiative et utiliser l'avantage qu'il a. Cela montre alors qu'on peut se lever et gagner. Et c'est une leçon que le monde doit apprendre avant qu'il ne soit trop tard. Oui, exactement. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci, Nima. Merci beaucoup.